Sensibilisation de prévention et de détection sur l'ensemble du territoire. C'est tout pour le sommaire. Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre dans ce journal. Sachez tout d'abord que les rideaux sont tirés à la 4e conférence des gouverneurs des provinces à Abéché dans le Wadaï. Après 2 jours d'échanges pointus, les participants ont pris des résolutions, formulé des recommandations et bien d'autres importantes décisions ont été prises. On en saura plus dans le cours de ce journal. Également, sachez que le président de la République, dans son intervention au terme de la 4e conférence des gouverneurs, a été rappelé le texte donc de la tenue de la 4e conférence des gouverneurs a été rappelé par le président de la République. Cette conférence précise le chef de l'État se tient dans un contexte d'insécurité dans quelques provinces du pays. Suivez. Hier, à l'ouverture de cette conférence, j'ai noté que celle-ci se tient dans un contexte national et sous-régional marqué par une multiplication des menaces dont la coagulation pourrait compromettre la réalisation de l'idéal collectif des Tchadiennes et des Tchadiens de construire une nation résolument tournée vers la modernité et l'émergence. La paix. Encore la paix. Toujours la paix. Je ne le dirai jamais assez. Vivre en paix dans son propre pays n'a pas de prix et il n'est pas nécessaire de vivre le contraire de la paix, c'est-à-dire la guerre et son cortège d'insécurité, le désordre, pour se rendre compte de l'évidente valeur indéfinissable de la paix. Malheureusement, nous sommes tous témoins des horreurs indicibles et inimaginables qui se sont produites dans certaines zones du pays ces derniers mois. Rien
Absolument rien ne peut justifier de tels actes ignobles, contraires à nos cultures, à nos croyances et à nos conditions humaines. Je ne peux comprendre que des Tchadiens tuent d'autres Tchadiens à cause d'un lopin de terre, d'un point d'eau ou d'une tête de bétail. Je me réjouis de constater que l'instauration de l'état d'urgence dans les 3 provinces concernées a contribué à limiter les affrontements sanglants et les premiers résultats sont encourageants, comme en témoigne la saisie impressionnante des armes détenues par les civils. Tout en félicitant tous les acteurs impliqués dans cette opération, notamment les forces de défense et de sécurité, les autorités administratives et traditionnelles, je voudrais les exhorter à poursuivre leurs efforts appréciables afin d'éradiquer définitivement la course à l'armement des civils. Le désarmement des civils ne doit être limité ni dans le temps, ni dans l'espace. L'opération de désarmement doit être généralisée sur l'ensemble du territoire. Elle doit constituer une préoccupation de l'ensemble des acteurs politiques, administratifs, militaires et traditionnels. Par rapport donc au conflit intercommunautaire, le président de la République relève que la solution ne peut pas être exclusivement militaire. Je propose de suivre une fois de plus le chef de l'État. J'ai parfaitement conscience que les réponses aux conflits intercommunautaires ne peuvent être exclusivement militaro-sécuritaires, dans la mesure où tant les causes de ce conflit protagonistes que les protagonistes sont multiples et variables d'une province à une autre. L'accent premier doit être mis sur la prévention en édictant des mesures pratiques et en engageant des actions concrètes susceptibles de participer en amont à la réduction des potentielles sources de discorde entre les citoyens. À ce titre, il est d'une urgence absolue de procéder à une actualisation de la délimitation matérielle des couloirs de transhumance et des aires de stationnement du bétail. C'est pourquoi j'instruis les ministres concernés à l'effet de mettre en place une commission nationale et des comités locaux en collaboration avec le Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles afin de fixer les conditions territoriales d'une bonne cohabitation entre les éleveurs et les agriculteurs. Dans ce même registre, j'invite la représentation nationale à accélérer l'adoption des textes consensuels destinés à définir les règles en matière de pastoralisme, de régime foncier et domanial, des statuts de chefferie traditionnelle. Dans le même souci de prévention, il est instamment demandé aux autorités administratives d'engager les chefs traditionnels de leurs ressorts territoriaux
à convenir entre eux des mécanismes préventifs de règlement des conflits dans le respect des textes de la République. Dépositaires de nos valeurs ancestrales, les sultans, les chefs de canton, des fériques et des villages, qui sont d'ailleurs les plus proches des populations, doivent veiller sur tout ce qui touche à l'harmonie sociale, à la paix dans notre communauté nationale. Je le dis de façon claire et ferme. Dans la gestion des conflits meurtriers, l'application de la loi ne doit pas souffrir de compromis intercommunautaires. Il ne sera plus jamais question d'absoudre un crime de sang par le tranchement d'une réparation civile négociée sur le dos de la justice. Il ne sera plus jamais question pour un meurtrier d'échapper à la sanction pénale juste parce que sa communauté s'est acquittée de la dia. Cette pratique est par essence anti-républicaine, car elle anesthésie l'action publique par un simple arrangement intercommunautaire. Cette pratique est profondément injuste, car elle introduit de fait une discrimination entre les citoyens en permettant aux meurtriers aisés qui ont des moyens d'échapper à une peine pénale et en envoyant en prison celui qui est incapable de payer le prix du sang. Plus grave, la pratique institutionnalisée de la dia délivre une sorte de permis de tuer à ceux qui sont convaincus de la capacité financière de leur famille ou de leur communauté à payer leurs crimes. La vie ne doit plus jamais être une marchandise monnayable. D'où j'apprécie et j'appuie la note circulaire qui vient d'être signée par les 3 ministres, qui va dans ce sens. Pour toutes ces raisons, je rappelle l'interdiction formelle, je dis bien l'interdiction formelle, de court-circuiter l'État et son institution judiciaire en réglant les cas de meurtre intentionnel par l'acquittement de dia. Plus jamais cela. Tout meurtre délibéré doit au préalable et systématiquement subir la rigueur de la loi pénale avant que ça ne soit envisagé la question de la réparation civile. C'était là le président de la République Idriss Déby Itno s'adressant au gouverneur des provinces à la clôture des assises de la 4e conférence des gouverneurs des provinces à Abéché. Juste après la fin des travaux, notre reporter Amataya Abbas a tendu son micro à quelques gouverneurs des provinces et chefs traditionnels. Il s'exprime sur les engagements pris à l'issue de la rencontre. Suivez. La 4e édition des conférences des gouverneurs se tient à un moment où notre pays fait face à des problèmes intercommunautaires, des attaques répétitives terroristes dans certaines provinces, des conflits liés à des cohabitations pacifiques entre les communautés éleveurs et les communautés cultivateurs. Moi, je pense que c'est un endroit indiqué. C'est un rendez-vous d'y donner et de recevoir pour permettre aux différents gouverneurs de discuter, de débattre
des thématiques qui sont retenues dans le cadre d'organisation de cette conférence pour répartir, outiller et faire face à des problèmes quotidiens que nous rencontrons sur le terrain. Cette 4e édition, elle est spécifique, elle est particulière parce que d'abord, elle s'organise sous le haut patronage de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État. Elle est particulière et spécifique parce qu'à la sortie de la 4e République, il y a des recommandations, il y a des dispositions qui ont été prises et je pense que c'est une opportunité pour nous de faire un bilan mi-parcours et voir qu'est-ce qu'il y a de faire pour que la paix soit la plus totale, pour que la cohabitation pacifique et harmonieuse soit assurée, pour permettre à notre pays impulser et insuffler le développement tant entendu sous la clairvoyance de notre Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État. Voilà, donc nos attentes sont nombreuses. Par exemple, moi, en tant que représentant d'une province qui fait face à des actes terroristes, nous souhaiterions que la province du Lac soit également retenue dans la liste des provinces qui bénéficient un peu de mesures exceptionnelles, état d'urgence. Ça a été une réussite et ça a été un cadre d'échange. Ça a permis à tous les gouverneurs, chacun, de brosser la situation de sa province. Ensuite, les situations des provinces sont presque les mêmes. Mais cependant, il y a des spécificités. Dans les spécificités, ça diffère d'une province à une autre. Et donc, ça nous a permis, nous également les gouverneurs, de mesurer l'ampleur et la dimension de la tâche qui nous attend. Mais aussi, il faut reconnaître que nous attendons des orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Nous sommes mieux outillés pour lui relater, n'est-ce pas, la situation qui prévaut sur le terrain. Et je pense en retour, nous allons recevoir des orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, et recadrer également un peu, n'est-ce pas, la mission qui nous a été confiée par lui. Mon appréciation, elle est positive, dans la mesure où cette conférence, le gouverneur, arrive à point nommé. C'est la première dans la 4e République. Et c'est aussi une illustration de la volonté politique, sociale du président de la République qui se positionne comme le pionnier de la paix et de la sécurité. Donc tous les débats tournent autour de la paix, de la démocratie et surtout la coexistence pacifique. La survie du Tchad réside dans la coexistence pacifique, réside dans le fait qu'il nous faut la paix, il faudrait qu'on se pardonne. Et c'est là le credo que le président de la République veut. Et je pense que c'est une belle initiative qui renforce l'unité nationale, renforce la sécurité et un ancrage pour la démocratie du Tchad. Nous avons eu l'opportunité d'y participer. C'était une première pour nous en tant qu'autorité traditionnelle d'être associés à cette grandiose conférence, surtout à l'ère de la 4e République. Donc nos attentes, c'est que les directives du président de la République, chef de l'État, que ces directives soient respectées et appliquées à la lettre par les administrateurs, en commençant par les gouverneurs et les préfets. Et nous sommes prêts pour les accompagner pour la réussite de notre noble mission. L'objectif final, c'est d'avoir un Tchad débarrassé de tout conflit communautaire, intercommunautaire, que nous vivons comme un seul corps et pour un Tchad en paix. Les déclarations qui se sont faites, mais le pays en tant que tel est en train de traverser beaucoup de crises, mais ce que nous attendons, malgré les crises, nous voulons qu'il y ait un nouveau changement, puisque c'est la 4e République en marche pour l'instant. Donc il faut qu'un changement de comportement à l'endroit de tous les administrateurs, dans tous les sens, même au niveau judiciaire que militaire, nous sollicitons qu'à ce qu'il y ait un changement de comportement.
Avant de retrouver Abéché avec les différentes ponctuations de la fin des travaux de la conférence des gouverneurs des provinces, revenons d'abord sur le premier conseil ordinaire des ministres délocalisés qui s'est tenu hier à Abéché, un conseil qui a permis essentiellement d'évaluer l'état d'urgence en cours dans 3 provinces du pays. C'est un décryptage de Gassissou Sakanga. Un conseil ordinaire des ministres délocalisé à Béché, au-delà des communications ordinaires et les instructions et orientations du président de la République, cette rencontre avait toute sa symbolique, surtout au regard de la situation actuelle dans la province du Ouaddaï et dans les autres provinces sous état d'urgence. Le bilan d'abord, puisqu'il est positif, avec des milliers d'armes de guerre et munitions récupérées, des véhicules à 4 roues, des motos et tricycles en état d'irrégularité saisis et mis en fourrière. Et la commission de contrôle et vérification qui a recouvré pendant cette période près de 70 millions de francs CFA. Mais c'est aussi l'action des forces de défense et de sécurité qu'il faut particulièrement féliciter. Et dans le compte rendu très précis du ministre de la Communication, il a été mis en évidence le fait que dans la province du Tibesti, par exemple, écumée par des orpailleurs, des migrants clandestins, des trafiquants et autres malfrats, les forces de défense et de sécurité ont accompli une prouesse en déguerpissant 4 grands sites d'orpaillage illégaux, saisissant plusieurs véhicules qui s'adonnent au transport irrégulier et arrêtant plusieurs passeurs de clandestins et autres migrants. Au cours de ce conseil, l'accent a été également mis sur l'implication des acteurs principaux de la vie en communauté, ceux chargés d'accompagner la cohésion pacifique et le vivre ensemble. Pour cela, un travail accru de sensibilisation et de conscientisation est demandé en priorité au Haut Conseil des collectivités autonomes et des chefferies traditionnelles, aux autorités administratives, politiques, militaires, traditionnelles, coutumières et religieuses, ainsi qu'à la société civile dans son ensemble pour le renforcement de la consolidation de la paix et de l'unité nationale. Le point culminant de ce conseil délocalisé est la communication du président de la République sur les conflits intercommunautaires. Le chef de l'État a décrié le communautarisme et le tribalisme qui prennent racine dans nos sociétés et qui contribuent à fragiliser le tissu social et mettre à mal le vivre ensemble. Dans sa communication, le président de la République a fait savoir que dans cette situation d'escalade de violence, c'est la responsabilité de l'homme qui est entièrement engagé, surtout les hommes politiques et certains cadres qui instrumentalisent les communautés, particulièrement les éleveurs et agriculteurs, pour tenter de saper les efforts du gouvernement, la paix et l'unité nationale chèrement acquises. Le chef de l'État n'est pas passé par 4 chemins pour décrier certaines contre-valeurs érigées en règle dans l'administration publique et qui méritent une correction immédiate. Dans le compte rendu, le ministre de la Communication a enfin relevé que le président de la République a rappelé au gouvernement sa mission consistant à mener des actions continues et soutenues en vue d'assurer la paix et la quiétude aux populations et sécuriser leurs biens. Un conseil des ministres qui a duré plus que d'habitude, presque 3 heures, vu l'importance des sujets à débattre, ce conseil a tenu ses promesses. Merci Gassissou. On en vient à la clôture de la 4e conférence des gouverneurs des provinces à Béché dans le Ouaddaï. Après 2 jours d'échanges pointus, les participants ont pris des résolutions, formulé des recommandations et bien d'autres importantes décisions ont été prises. On en sait plus avec Adef Ahmad Berama. Comme à l'ouverture, c'est le président de la République, chef du gouvernement Idriss Déby Itno, qui a officié la cérémonie de fin des travaux. Après 2 jours de réflexion approfondie à cette conférence de gouverneurs des provinces, l'heure est à la conclusion des travaux. Sans complaisance, les participants ont au cours de ces assises passé au scanner la thématique de la conférence, à savoir l'ordre public, la sécurité, la protection des personnes et des biens, l'optimisation des recettes et la rationalisation des dépenses, enjeux et nouveaux défis. Des recommandations ont sanctionné les travaux de cette conférence organisée par le ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées. Recommandons ce qui suit: le respect des institutions de la République par les citoyens, le maintien des mesures prises et envisager d'autres si nécessaire en vue de garantir la paix, la sécurité et la cohabitation pacifique dans notre cher pays. L'augmentation substantielle des crédits de fonctionnement alloués aux chefs des unités administratives,
le rétablissement des fonds de sécurité, conformément au terme du message numéro 23 PR 2018 du 9 mai 2018, la réhabilitation et ou la construction des infrastructures dans toutes les unités administratives, la dotation de toutes les unités administratives en moyens roulants, leur permettant d'assurer correctement leurs missions, le renforcement des unités de forces de défense et de sécurité en personnel, moyens roulants et matériel de maintien de l'ordre. S'en est suivi la lecture des résolutions. Sommes résolus à renouveler notre total et constant engagement aux côtés du chef de l'État, chef de gouvernement, dans le combat et la lutte qu'il mène inlassablement pour faire du Tchad un pays où règne la paix et la sécurité, tourné résolument vers son développement. Traduit dans les faits, toutes les instructions et orientations de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef de gouvernement, chef suprême des armées, chef suprême de l'administration, par la mise en œuvre effective des mesures édictées tendant à garantir la paix, la sécurité et la cohabitation pacifique dans notre cher et beau pays, le Tchad, engager toutes les actions susceptibles de contribuer à optimiser les recettes dans nos provinces respectives et à respecter scrupuleusement toutes les procédures et directives en matière de gestion des ressources dans le respect de l'orthodoxie. Au terme des travaux, une note circulaire interministérielle est prise. Les parties en conflit assimilent le paiement de la DIA à l'extinction totale de l'action pénale. Nous rappelons que cette conception erronée de la DIA est contraire au texte en vigueur et encourage l'impunité. Il est porté à la connaissance de l'opinion nationale que dorénavant l'action publique doit être exercée quel que soit le règlement intervenu entre les parties. Aussi convient-il de relever qu'en cas de mort d'homme, l'exercice de l'action publique par le procureur est obligatoire, nonobstant le règlement des dommages-intérêts entre les parents des victimes et ceux dus ou des auteurs de l'infraction. Les autorités administratives, judiciaires, traditionnelles et coutumières sont tenues de veiller au respect strict des termes de la présente circulaire qui ne doit souffrir d'aucune dérogation. Fait à Abéché le 4 octobre 2019. Ont apposé leur signature au bas du document le ministre de la Justice, le chef du département de l'administration du territoire et celui chargé de la défense nationale et de la sécurité. Après avoir apprécié hautement la qualité des travaux et les résultats qui en découlent, le président de la République, Idriss Déby Itno, a appelé ses compatriotes à une union sacrée à la paix et les encourage à promouvoir cette valeur sociale, condition sine qua non de tout développement. Je vous invite à présent à suivre la motion de remerciement des participants à l'endroit du chef de l'État. Motion de remerciement lue ici par le sultan du Bagirmi, Bangadji Woli Mahamat Youssouf. Suivez. Nous, participants à la 4e édition de la conférence des gouverneurs des provinces sur le thème principal, enjeux administratifs, sécuritaires, financiers, sociaux, nouveaux défis territoriaux, organisé par le ministère de l'administration du territoire et des collectivités territoriales décentralisées sous le haut patronage de son Excellence, M. Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, chef suprême des armées, chef suprême de la chefferie traditionnelle,
garant de la constitution du Tchad, figure du peuple africain, tenu du 3 au 4 octobre 2019 à Abéché, chef-lieu de la province du Ouaddaï. Remercions vivement son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement, pour l'attention toute particulière qu'il n'a jamais cessé d'accorder aux chefs d'unité administrative d'une part et d'autre part par des appuis et orientations stratégiques pour l'organisation de cette conférence et à sa pleine réussite. Tout à fait autre chose à présent. En fin de mission, les soldats béninois du contingent de la force multinationale mixte ont été honorés ce vendredi par le secrétaire exécutif de la CEBLT. C'était au cours d'une cérémonie au sein de la caserne basée à Farsha. Idriss Oumar Idriss. La deuxième compagnie béninoise déployée pour le compte de la force multinationale mixte finit sa mission avec honneur et fidélité. Elle est honorée pour les travaux abattus par le secrétaire exécutif de la CEBLT, le commandant de la force multinationale mixte et plusieurs officiers participant à cette cérémonie. Tous ont reçu les médailles militaires, signe d'encouragement pour les services rendus. Outre ces missions traditionnelles d'unité de garnison, le contingent béninois a exécuté des escortes, construit un parking au profit de l'équipe d'appui de l'Union africaine, réalisé le pavage de la cour de l'état-major de la FMM, assuré la maintenance des moyens roulants de la force, de la CBLT et de l'équipe d'appui de l'Union africaine, soit environ 332 interventions de type 1 et 2. Cette forte prestation de ces contingents est saluée par le commandant de la force multinationale mixte, le général de division Oudé. Il invite par ailleurs aux éléments de cette compagnie de doubler d'efforts pour exécuter d'autres tâches militaires en perspective. La compagnie béninoise est composée de 150 hommes, dont 3 personnels féminins. Elle est déployée depuis octobre 2018 au sein de la force multinationale mixte. C'est une distinction qui exprime à la fois la vertu, l'honneur, l'héroïsme, l'excellence et une récompense pour le travail bien fait pour une élite d'hommes et de femmes qui, chacun dans son domaine, ont bâti jour après jour, grâce à leur intelligence, leur dévouement et leur générosité, contribué à la stabilisation et à la sécurisation de notre bassin. Pour honorer cet événement, les éléments de la deuxième compagnie ont fait une prestation par des danses folkloriques béninoises pour adresser leurs remerciements aux autorités de la CEBLT et à l'armée tchadienne pour la bonne hospitalité. Troisième titre de ce journal Octobre Rose, édition 2019, le mois consacré à la lutte contre le cancer féminin. Les activités ont été lancées ce vendredi par la première dame marraine de l'événement, Hinda Déby Itno. Pendant un mois, la Ligue tchadienne de la lutte contre le cancer convie acteurs et décideurs à des actions visant à contribuer à une large connaissance du cancer à travers la sensibilisation. Je vous souhaite une bonne célébration du mois d'Octobre Rose. Et c'est parti pour Octobre Rose, édition 2019. La première dame Hinda Déby Itno vient de donner le coup d'envoi. Un mois d'action contre le cancer féminin. Engagé pour ce combat, le ministère de la Santé publique, la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer et les partenaires. L'objectif reste bien évidemment lutter efficacement contre le cancer à travers les campagnes d'information et de sensibilisation. Le Tchad s'est engagé comme les autres pays du monde à lutter contre le cancer. Donc notre pays s'associe à la communauté internationale pour pouvoir exprimer également son déterminisme et son engagement à lutter contre le cancer. Pour cette deuxième édition,
les acteurs se veulent déterminants. Ils souhaitent impliquer dans cette lutte des responsables à divers niveaux et des secteurs multiples. La prévention et la prise en charge des malades du cancer, érigées au rang des priorités de ce défi. Présente à la rencontre, l'OMS réitère son engagement à accompagner le Tchad dans cette lutte, tout en saluant les efforts de la Première Dame en faveur de la santé de la population. C'est tout cela l'objectif d'Octobre Rose, qui est un combat de longue haleine. Je voudrais ici saluer l'engagement au plus haut niveau de la Première Dame. Nous devons soutenir cette dynamique. Il nous faut donc poursuivre, amplifier, innover dans ce travail qui fait intervenir des acteurs divers et des secteurs multiples. Octobre Rose, l'événement est de haute portée, mais c'est aussi le moment de faire l'état de lieu de la maladie dans le pays. Pour l'année 2018, rien que l'hôpital général de référence nationale a notifié 312 cas de suspects, alors que les statistiques par le Globocan nous donnent l'incidence de cancer chez les hommes est de 2919 cas et de 4572 cas chez les femmes. Ne disposant pas encore d'une structure de prise en charge des cancers et un plateau technique approprié, le Tchad doit se focaliser plus sur la prévention primaire avec l'organisation des campagnes de sensibilisation et d'information à l'endroit de la population sur les différents facteurs de risque. Soucieuse de la santé de la population, la Première Dame de la République prône le retour aux vieilles habitudes pour lutter contre le cancer. Elle conseille également la consommation des légumes, la pratique régulière du sport, l'allaitement maternel et la non-consommation de l'alcool et du tabac. Dans son adresse à l'occasion, la Première Dame Hinda Déby a signifié à la campagne que la campagne Octobre Rose est un événement de haute portée et donne l'espoir aux populations tchadiennes de lutter contre cette maladie. Je vous propose de l'écouter. Octobre Rose qui nous réunit aujourd'hui est un événement de haute portée, car il s'agit pour nous tous de montrer notre élan commun à nous investir dans la lutte contre le cancer. Cette maladie qui fait tant de ravages dans le monde. Ce mois doit être un moment de prédilection pour une intense campagne de communication et de sensibilisation sur l'intérêt vital du dépistage, seul gage de la lutte efficace contre le cancer du sang et toutes les autres formes de cancer. Comme nous le savons, la grande campagne annuelle dédiée à la lutte contre le cancer est une initiative louable lancée aux États-Unis en 1985. Dans notre pays, le mois d'Octobre Rose, qui a été commémoré l'année dernière, a coïncidé avec le lancement de la Ligue tchadienne de lutte contre le cancer. Depuis lors, un comité scientifique a vu le jour au sein de cette Ligue. Aussi, plusieurs activités ont été menées, entre autres le dépistage, des conférences-débats et l'élaboration d'une feuille de route ensemble avec le ministère pour la mise en place prochaine des registres du cancer au Tchad. En respectant le vœu de son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République du Tchad, devant les premières dames et ses pairs lors de la réunion de haut niveau sur le cancer au Niger. L'année dernière, lors des festivités marquant le mois d'Octobre Rose, environ 1600 femmes ont été dépistées et le résultat a donné 456 cas suspects pour le cancer du col de l'utérus et 166 cas suspects du cancer du sein. Ensemble avec la Ligue, nous verrons ce qu'il y a lieu de faire pour ces cas rester jusque-là sans confirmation. À la lumière de ces actions fort encourageantes, nous pouvons nous réjouir du beau cap qui a été amorcé dans la lutte contre le cancer. Bien évidemment, le chemin est bien long, car il y a des défis de taille qui nous attendent. Il s'agit notamment de la création d'un centre de prise en charge de tous les types de cancers. Mais l'espoir est permis, comme le prouvent les prometteuses démarches entreprises au niveau du ministère de la Santé, en vue de mettre en place cette structure importante et aussi de programmer la formation des spécialistes du domaine. La Première Dame invite par la même occasion les femmes à des pratiques simples pour lutter contre le cancer. Elle en a cité d'ailleurs quelques-unes dans son intervention. Suivez. Vous conviendrez avec moi qu'au nombre de stratégies de lutte contre le cancer à développer,
la variable liée à la prévention, notamment la prévention nutritionnelle, doit occuper une place de premier ordre. En effet, la nutrition et l'alimentation, qui peuvent aussi constituer des facteurs de risque, sont devenus de nos jours une préoccupation mondiale. Au Tchad, comme dans plusieurs pays d'Afrique, les maladies métaboliques, dont le cancer, constituent de réels problèmes de santé publique. C'est à juste raison que le thème principal de cette édition d'Octobre Rose, à savoir alimentation, nutrition et cancer, est plein de signification et d'enseignement. Au niveau de la Ligue, notre cheval de bataille en matière de prévention nutritionnelle serait de réduire la consommation des boissons raffinées contenant du sucre blanc, les boissons alcoolisées, les graisses d'origine animale, les viandes rouges, etc. Nous devons privilégier nos aliments locaux bio et nutritifs. Il faudrait aussi favoriser et promouvoir une alimentation diversifiée, saine et équilibrée. Un accent particulier devrait être mis sur la consommation des fruits et légumes, très indispensables à cause de leur composition en vitamines et éléments minéraux. Nous devons de même mettre un point d'honneur sur l'allaitement maternel, qui est un moyen très efficace de prévention du cancer du sein, de l'utérus et des ovaires. Dans la veine des bonnes habitudes à adopter, nous ne devrons pas surtout oublier la pratique régulière du sport. Marcher au moins 30 minutes par jour doit faire corps avec chacun de nous. Mesdames et messieurs, la lutte contre le cancer nous interpelle tous. Les facteurs de risque étant de nature multiple, les interventions doivent suivre la même trajectoire en prenant une dimension pluridisciplinaire et en mobilisant beaucoup d'acteurs. Sur ce terrain, nous sommes logés à la meilleure enseigne car le gouvernement tchadien a adopté en 2015 une politique nationale de nutrition et de l'alimentation. Au nombre des activités phares qui s'inscrivent dans le schéma de cette politique volontariste, je voudrais noter l'étude sur les recommandations alimentaires nationales dans les zones agroécologiques du Tchad. Toutes ces actions nous réconfortent à plus d'un titre et constituent pour nous une base pour la prévention des risques alimentaires et nutritionnels liés au cancer. Nous comprenons aisément que toutes ces activités, en lien avec la lutte contre le cancer, doivent faire l'objet d'une réelle appropriation collective. C'est pourquoi je vous exhorte à intégrer l'ensemble de ces informations scientifiques liées à la nutrition et à l'alimentation pour une meilleure prévention du cancer. Comme d'habitude, bien se nourrir et bien se soigner, c'est mieux prévenir. Je vous souhaite une bonne célébration du mois d'Octobre Rose et vous remercie pour votre aimable attention. La première dame Inda Déby Itno, intervenant dans le cadre du mois de l'Octobre Rose. Le 5 octobre de chaque année se célèbre également la journée de l'enseignant à travers le monde. À la veille de cette occasion, le président du syndicat national des enseignants-chercheurs du supérieur a fait un point presse. Dr Guirayo Jérémy appelle à l'amélioration des conditions de vie et de travail de l'enseignant. Suivez. La journée internationale des enseignants est une opportunité pour les enseignantes et enseignants du monde en général et ceux du Tchad en particulier de faire la sensibilisation sur l'importance et le rôle des enseignants dans le système éducatif tout en examinant la qualité des formateurs de par le monde. Au Tchad, cette journée marque une occasion de souligner le travail combien noble et vital, le professionnalisme et l'implication des enseignantes et enseignants dans le processus du développement de notre pays. Elle rappelle surtout l'importance de reconnaître, de valoriser, de soutenir le travail abattu par les enseignants et de leur fournir les meilleures conditions de vie et de travail pour exercer leur profession. Au niveau de l'enseignement supérieur, beaucoup reste à faire en vue de l'amélioration des conditions de vie et de travail de son personnel. Le protocole d'accord signé entre le gouvernement et le SYNEPS en date de 6 septembre 2013 est à moitié appliqué. Il est temps de reprendre les négociations sur certains points du dit protocole.
La gouvernance universitaire est un réel problème. Nos responsables administratifs se comportent en terrain conquis. Ils foulent au pied les décisions hiérarchiques en remettant les enseignants selon leur bonne volonté à la disposition du secrétariat général du ministère sans aucune décision du comité paritaire, ce qui constitue pour le bureau exécutif national un règlement de compte et le ministère doit prendre toutes ses responsabilités. De ce qui précède, le bureau exécutif national du SYNEX informe le gouvernement que les revendications demeurent les mêmes dans tous les établissements du supérieur. À ce titre, elles méritent une attention particulière et la reprise officielle et immédiate des négociations sur certains points de la plateforme revendicative du SYNEX. Rentrée des classes 2019-2020 dans le maillot Lémier, les élèves ont repris effectivement le chemin de l'école depuis le 2 octobre dernier, nous explique Ngarceti Aimé. La reprise des classes est aussi effective dans le maillot Lémier. Pour l'année scolaire 2019-2020, le focus est mis sur l'excellence. Officiant la cérémonie, le préfet de maillot Lémier, Dida Dibren Isen Grinki, souligne qu'il faut mettre des stratégies adéquates pour éradiquer la baisse des niveaux. Le sous-préfet de Nangigoto, Obie Mahamad Tahir, a mis l'accent sur l'importance de l'éducation qui permet de développer la faculté intellectuelle des élèves. L'inspecteur départemental de l'enseignement de maillot Lémier, Brahim Atapaye Siama, plaide pour une prise de conscience pour la scolarisation des filles. Nous demandons aux parents de prendre conscience de l'avenir de leur progéniture. Il faut qu'ils envoient leurs enfants à l'école, surtout les filles. Votre présence à cette cérémonie témoigne à suffisance que vous attachez du prix à l'éducation de nos enfants. Comparativement à l'année scolaire 2017-2018, l'année scolaire 2018-2019 a connu moins de perturbations et elle s'est achevée dans les bonnes conditions. Le préfet de maillot Lémier demande aux anciens retardateurs de regagner leur poste d'affectation sous peine de sanctions. Il exhorte les uns et les autres à se mettre au travail pour la réussite de la rentrée scolaire 2019-2020. Dans le département de Mayo-Bonnet également, c'est officiel, les élèves ont redonné vie aux salles de classe après 3 mois de vacances, nous dit Ngeyam Njoingar. À l'instar des autres provinces du pays, celle du Mayo-KVS a lancé aussi officiellement le 2 octobre dernier la rentrée scolaire 2019-2020. Président de la cérémonie, le préfet du département de Mayo-Bonnet, Ramadan Djarsia, s'est dit surpris de l'effectif des élèves dès le premier jour de la rentrée, ainsi que les conditions d'accueil des élèves. Il encourage par ailleurs les élèves et les enseignants à s'armer de courage pour l'atteinte des objectifs. Le délégué à l'enseignement et à la jeunesse du Mayo-KBS invite les différents acteurs de l'éducation à jouer pleinement leur rôle pour la bonne marche des activités de l'année en cours. L'année qui commence ce matin, mardi 1er octobre 2019, est placée sous le signe du renforcement des apprentissages et promotion de l'éducation civique. Ce thème vise à mobiliser les acteurs du système autour de l'école afin de restaurer l'école tchadienne dans son rôle de promoteur de valeurs citoyennes, de la cohésion sociale et de développement des apprentissages, notamment en sciences pour un Tchad émergent à l'horizon 2030. Les autorités de la dite province ont visité les salles de classe et la remise des matériels didactiques à la directrice du collège a mis terme à la cérémonie du lancement officiel de la rentrée scolaire 2019-2020. Dans le cadre de la campagne L'école d'abord lancée à Ati dans le Bata, le préfet du Bata Ouest, Fatime Bokar Kossé, s'est rendu à Kunjuru. Sur place, elle a tenu une réunion de sensibilisation sur la scolarisation des filles. Mamatar Djibril Alhour. حملة المدرسة أولى التي أطلقتها محافظ البطحة الغربية في آتية تستمر لتصل اليوم إلى منطقة كنجرو. صاحبة المبادرة عقدت هنا اجتماعا مع السلطات الإدارية والتقليدية المحلية والزعماء الدينيين إضافة إلى أولياء أمور التلاميذ من أجل إشراكهم في العملية. الهدف من ذلك هو إيقاظ وعي جميع آباء الطلاب.
Je disais donc que dans le cadre de la campagne L'école d'abord lancée à Ati il y a quelques jours, le préfet du Bata Ouest, Fatime Bokar Kossé, s'est rendu à Kunjuru où elle a tenu une réunion de sensibilisation sur la scolarisation de filles. On fait signe que l'élément n'est pas positionné. Le projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel fait un don au ministère de l'élevage et des productions animales. Il s'agit de moyens roulants à 2 roues. La cérémonie s'est déroulée en présence du